le Parti socialiste, c'est-à-dire une partie du NFP qui aurait fait scission suite à l'échec de la première étape, réussissent à s'allier, peut-être avec les écologistes, avec le bloc présidentiel, peut-être avec la droite. C'est ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je ne souhaite rien. Parce que je crois qu'il faut respecter les électeurs. Et c'est pour ça qu'il faut de la méthode. Étape par étape. N'anticipons pas. Le nouveau Front populaire, il a été élu par des électeurs. Deuxième leçon qui est importante à l'heure où on lit la lettre du président, où on écoute toutes les analyses. Le deuxième message, c'est que quelqu'un a perdu. Et celui qui a perdu, c'est le président de la République. Et je crois que c'est important pour analyser la situation. Pour vous, il ne l'a pas reconnu. Il ne l'a pas reconnu, et nous allons y venir. Il ne l'a pas reconnu, et c'est pourtant le point de départ de la situation nouvelle après les élections. La première responsabilité d'un président de la République, j'ai vécu de très près 2 cohabitations. La première responsabilité d'un président qui est désavoué par les urnes, c'est de prendre acte de la situation nouvelle. Et je pèse mes mots, prendre acte, reconnaître la situation nouvelle. Et c'est pour cela que on répète à longueur d'émissions, le président choisit n'importe quel Premier ministre, il se fait ce qu'il veut. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il fait ce qu'il veut dans le cadre de nos institutions, dans le cadre d'une tradition républicaine et dans le cadre d'une réalité qui lui est imposée par les urnes. Et donc, ça suppose que le président reconnaisse cet état de fait, et dans cet état de fait, il y a une troisième donnée, au-delà du non au président, au-delà du oui au Front républicain, et cette troisième donnée, c'est que les Français, manifestement, souhaitent une cohabitation. C'est-à-dire qu'ils souhaitent que Jupiter soit écarté, et que la relation entre les deux têtes de l'exécutif soit rééquilibrée, et que le Parlement retrouve son rôle. Ce qui veut dire que du régime présidentiel, on sait que la 5e est hybride, du régime présidentiel, on passe à un régime davantage parlementaire. Ces leçons, c'est le point de départ. À partir de là... Parce que je détaille ce que vous dites. Quand vous dites le président a perdu, et il doit être en situation de cohabitation, est-ce que ça veut dire pour vous que le bloc présidentiel, qui arrive en 2e position, mais qui cherche en ce moment à nouer des alliances, est infondé à prétendre gouverner de nouveau? Alors venons-y, si vous le voulez bien, c'est le cœur du sujet. Et c'est pour cela que je crois que le président a 3 options et un joker. 3 options, et il faut prendre les choses dans l'ordre, parce qu'elles se présentent dans un certain ordre, compte tenu de la tradition républicaine, et qu'on ne peut pas mélanger l'entrée, le plat et le dessert, sans créer une gigantesque confusion chez les Français, et à terme, pour le président, comme pour les responsables politiques, une formidable frustration. Première option, la tradition républicaine. On choisit la force arrivée en tête au soir du scrutin. Ça, c'est la tradition républicaine. Donc le nouveau Front populaire. Oui, on l'aime, on l'aime pas, on voudrait quelque chose d'autre. C'est comme ça. Et ce nouveau Front populaire, à partir de celui qui le dirige, est chargé de former un gouvernement. Et c'est là où la difficulté commence, puisqu'on sait que ce nouveau Front populaire ne dispose évidemment que d'une maigre majorité relative. Et qu'il faut donc qu'il construise une majorité qui lui permette de durer un peu plus que 1, 2 ou 3 jours. Et ça, c'est le début pour tous les Français et toute la classe politique de l'apprentissage de l'ère nouvelle. C'est-à-dire que tout à coup, le nouveau Front populaire, qui peut penser qu'ils ont gagné et qu'ils vont pendant des mois gouverner, vont se trouver devant une dure réalité. C'est que ce n'est pas un cadeau que de former un gouvernement aujourd'hui. La vérité, même, c'est un bâton merdeux. Il faut voir la réalité en face. Et l'un des risques, d'ailleurs, si on continue dans la confusion actuelle, c'est que tout le monde se rende compte que personne politiquement n'a intérêt à diriger ce gouvernement. Et que le président, finalement, se retrouve devant le chaos. Et donc, devant une question qui lui sera posée, démissionner, c'est la seule façon de dénouer. Donc, première option, le nouveau Front populaire. Simplement, précision là-dessus, à partir du moment où une des grandes composantes du nouveau Front populaire dit elle-même « nous ne souhaitons pas gouverner avec qui que ce soit d'autre », et à partir du moment où les autres blocs disent, c'est le cas de la droite, c'est le cas du RN,
et c'est le cas d'une grande partie du bloc présidentiel, s'il y a un gouvernement avec l'une de ses composantes du NFP, c'est-à-dire la France insoumise, nous voterons une motion de défiance. Est-ce que ça n'est pas l'idée qu'il est condamné à l'avance la politique, à être renversé? La politique, ça ne se fait pas en chambre. Ce n'est pas des scénarios théoriques qui se font sur les plateaux. Donc il faut essayer. Mais ce n'est pas qu'il faut essayer, c'est la première étape. C'est la première étape, et à partir de là, on va voir si effectivement il y a une partie du nouveau Front populaire qui ne veut pas élargir. Ce gouvernement tombera très vite, et une partie de ce nouveau Front populaire pourra éventuellement retrouver sa liberté. Cela créera d'autres opportunités. Mais il faut faire les choses dans l'ordre, méthodiquement. Nous sommes aujourd'hui devant le combat des Horaces et des Curiaces. C'est donc par étapes qu'il faut procéder. La deuxième étape qui se présente, parce que c'est une des victoires, entre guillemets, de cette élection, c'est la création d'une force à partir d'un front républicain. Un front républicain, le front républicain tel qu'il s'est joué dans les urnes, c'est contre le Rassemblement national. Que les forces qui veulent participer à ce nouveau front républicain, et il n'appartient pas, et ce serait une grande erreur de la part du président, de vouloir choisir tel et tel. La politique, c'est la réalité, c'est pas ce qui me fait plaisir. Justement, nous voulons sortir de cette politique jupitérienne du bon plaisir, et il faut rentrer dans la réalité, pas avec le regard de la morale individuelle, mais avec l'exigence du sursaut collectif. Et donc, nous allons voir si ce Rassemblement républicain, ce front républicain, est capable, lui, d'élargir ses forces et de rassembler davantage. Deuxième étape. Si c'est un échec à nouveau, troisième option. Attendez, la plus ambitieuse. Ce qui serait une réussite, donc pour vous, dans cette deuxième étape, c'est que, hypothèse d'école, le Parti socialiste, c'est-à-dire une partie du NFP qui aurait fait scission suite à l'échec de la première étape, réussisse à s'allier peut-être avec les écologistes, avec le bloc présidentiel, peut-être avec la droite. C'est ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je ne souhaite rien. Parce que je crois qu'il faut respecter les électeurs. Et c'est pour ça qu'il faut de la méthode. Étape par étape. N'anticipons pas. Le nouveau Front populaire, il a été élu par des électeurs. Il a été choisi. Et on ne trahit pas l'électeur comme ça, avec un esprit de combinaison. Donc, respectons. On verra ce qui se passe, mais ce que je dis, c'est que si vous procédez étape par étape, vous avez de plus en plus d'opportunités. Vous avez une créativité politique qui s'accroît. Si vous procédez dans le désordre, vous inhibez tout le monde, vous écartez tout le monde. J'entends un certain nombre de responsables politiques qui lancent des oukases, des anathèmes. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut ouvrir le jeu. Il faut apaiser, cicatriser les plaies. Et c'est pour ça que j'en viens à la troisième étape, une fois qu'on aura franchi les deux premières, selon le vieux principe de Brut, une haie à la fois, et on devient champion olympique. À partir de là, troisième étape. C'est quoi la troisième étape? Eh bien, c'est le gouvernement d'union nationale, qui est, entre vous et moi, de très loin la meilleure option, qui n'exclut personne. 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 Ni des électeurs, ni des élus. Personne. Même le RN. Même le RN. Même LFI. Même LFI. Qui n'exclut personne. Alors, un certain nombre de ces groupes refuseront, mais pour pouvoir refuser, pour avoir le droit de refuser un gouvernement d'union nationale, parce qu'on a tout pour expliquer aux Français qu'on n'est pas bien. On est dans une situation dramatique. À la fois sur le front social, l'exaspération, la colère, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan international, nous sommes au summum de la crise. Donc pour avoir le droit de ne pas participer, parce que dans le fond, c'est facile de rester sur l'Aventin. Vous êtes le Front National, le Rassemblement National, vous êtes telle autre formation, vous restez sur l'Aventin, et qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce que tout le monde veut faire, et c'est exactement ce qui va se produire dans les prochains jours. Préparer la présidentielle. Voilà. Tout le régime tourne autour de la présidentielle. Et là, il s'agit d'aller vers un régime davantage parlementaire. Donc, on est contre nature. Mais pour éviter la crise de régime et pour éviter la crise démocratique, il faut introduire plus de parlementarisme. Donc, pour avoir le droit de ne pas participer, il faudra qu'ils soutiennent. Il faudra qu'ils soutiennent ce gouvernement, au moins dans ses efforts pour constituer un budget. Parce que là, c'est une question de dignité et de responsabilité politique. Pardon, Dominique de Villepin, dignité, responsabilité, mais
la politique, ce sont aussi des intérêts. Quel serait l'intérêt du RN, de Marine Le Pen, pour ne pas la nommer? Quel serait l'intérêt de LFI, de Jean-Luc Mélenchon, qui se projette effectivement dans la présidentielle, de soutenir un tel gouvernement? Je vais vous le dire. L'intérêt, c'est de sauver la France. Et l'intérêt du président de la République, c'est d'être le moment venu en situation d'être le guide, le garant et l'arbitre. Or, plus il met les mains dans l'huile, plus il passe ses nuits à écrire des lettres, non pas aux Français, mais aux partis politiques, plus il s'éloigne de ses positions qui sont notre meilleur atout dans les crises qui s'annoncent, dans les difficultés qui s'annoncent. Il n'aurait pas dû exprimer de préférence. Mais pas du tout. Il doit être l'arbitre d'une procédure qui prend en compte les intérêts généraux du pays, la continuité institutionnelle, et qui prenne en compte la tradition républicaine. Le président doit être au-dessus de ce jeu-là. Jupiter est mort, et Jupiter a été battu dans les urnes. Ça, je pense que c'est le point de départ de tout. Et il faut donc que, à ces choix qui doivent être faits, les uns après les autres, on ajoute un nouvel esprit qui correspond à cette période. Ce nouvel esprit, parce que vous le dites à juste titre, tous les partis veulent retourner à leur petit jeu, préparer les élections, faire en sorte de dominer les autres. Tous ces partis doivent se retrouver sur un esprit. C'est en quelque sorte la charte qui doit diriger tous les partis politiques vis-à-vis des Français. C'est l'intérêt général, la défense de l'intérêt général. Si nous succombons au régime des partis et aux intérêts partisans, eh bien, nous allons vers la catastrophe. Et le président, s'il a une vocation, c'est à rappeler chacun à ses devoirs, à commencer par lui-même. Si cette troisième étape que vous décrivez au terme des deux premières ne marche pas, reste un joker, le gouvernement technique. Mais le gouvernement technique ne peut pas surgir du bon plaisir du chef de l'État qui mettra un de ses anciens collaborateurs à Matignon. Vous pensez à Jean Castex? Mais par exemple, mais je pense à d'autres. À Matignon, les Français veulent quelqu'un qui puisse tenir tête au président. Quelqu'un qui ne s'en laissera pas compter. Quelqu'un qui apportera au président ce que le président n'a pas pu apporter lui-même au pays depuis 7 ans. Et c'est-à-dire répondre aux aspirations des Français. Il y en a 3 que nous avons tous identifiées. C'est la volonté des électeurs. L'immigration et la sécurité. Oui, il faut qu'il y ait des mesures les plus intelligentes possibles, les moins pulsives possibles. Ne cédons pas aux passions, soyons raisonnables. Ça ne sert à rien de s'en prendre aux pays d'origine, alors même que nous avons besoin des pays d'origine pour une grande politique d'immigration. C'est répondre au déclassement social des Français. Les Français veulent qu'on améliore leur pouvoir d'achat. Les Français veulent des politiques plus actives dans le domaine de la santé, du logement, dans le domaine de l'hôpital. Il faut y répondre. Et puis, bien sûr, l'abaissement de la France, le risque de déclassement économique. Il faut arbitrer entre la politique de l'offre et la politique de la demande. Il ne faut pas tirer un trait de plume sur l'exigence et la rigueur financière. On doit prendre en compte l'exigence d'investissement et d'innovation, sans quoi notre pays sera rayé de la carte. Dans cette intervention incisive sur LCI, Dominique de Villepin appelle à un sursaut collectif pour sauver la France face aux crises imminentes. Il critique l'approche actuelle du président et plaide pour une gouvernance axée sur l'intérêt général plutôt que sur les intérêts partisans. De Villepin propose 3 options pour sortir de l'impasse politique: un gouvernement d'union nationale, un gouvernement technique, ou la dissolution du Parlement pour de nouvelles élections. Il met en garde contre les dangers d'une crise de régime et souligne l'importance de la responsabilité collective pour maintenir la grandeur de la France sur la scène internationale. Alors, que pensez-vous des propos de Dominique de Villepin? Partagez-moi vos avis en commentaire. À très bientôt.